Bonjour, ici Evelyne Lausier, bienvenue à l'émission Relard. Il me fait plaisir de vous accueillir directement dans mon atelier pour vous proposer des projets créatifs de décoration, d'animation, de transformation. Le tout facilement réalisable et ce, à peu de frais. S'amuser, relooker, recycler, c'est économiser. Pour l'émission d'aujourd'hui, je vous propose en partant une devinette. Qu'est-ce qui, au début du siècle, n'existait pas, aujourd'hui indispensable et que vous pouvez créer vous-même? La réponse, les sacs réutilisables. Les fameux sacs réutilisables, quand on arrive à aller faire les commissions, arriver à la caissière, la première chose qu'elle nous demande, c'est « Avez-vous vos sacs? » Non, il est dans l'auto ou on l'a oublié, puis c'est toujours... bref, on n'est pas content. Aujourd'hui, on va rectifier ce problème-là. On va créer des sacs personnalisés qui vont tellement faire l'envie de tous et vous serez tellement fiers que la première chose que vous allez faire, arriver à la caissière, et j'ai mon sac. Vous allez être heureux d'avoir, une création unique à vous, et probablement jamais l'oublier ou plus être capable de vous en passer. Et de plus, un cadeau unique créé par vous-même. Nous allons proposer celui pour les commissions ou aller à la plage et le porte-bouteille de vin. Pour réaliser ces sacs réutilisables, nous aurons besoin de tissu, de fil, d'une aiguille, d'un pochoir, de pinceau à pochoir, de peinture, d'un linge, un chiffon, un bac d'eau et de l'eau, un ciseau, un poinçon, un accessoire afin de créer la poignée, que ce soit une ceinture, un cordon ou autre. Pour cet atelier, nous débutons avec les sacs de vin. Donc, nous allons commencer par la première chose qui est notre tissu, le choix du tissu, qui est comme le canevas, un peu qui ressemble à du lin. Donc, une fois c'est fait, je vais mesurer. L'important, c'est d'avoir la bonne dimension, qui est en totalité 13 pouces. Une fois mon 13 pouces est fait, je m'assure qu'il soit doublé parce que je vais venir le couper et il aura vraiment toute la longueur nécessaire pour revenir le replier par la suite. Première étape. Donc, une fois que j'ai fait ma longueur, je calcule ma largeur qui est de 7 pouces. 7 pouces. C'est mesuré. Ensuite, la coupe. Donc, avec un bon ciseau affilé, l'important, c'est d'aller prendre les deux parties qui sont bien ensemble, ça n'a pas bougé, et on va couper notre pièce. Ce qui est intéressant quand on coupe, pour s'assurer que ça soit droit, on tient les deux parties de la première coupe et on est à côté sur notre surface et on y va toujours très droit. Et voilà, on a fait notre coupe, donc on se retrouve double. C'est ce qui est intéressant, ce qui va nous permettre de continuer pour créer les poinçons, qui est la deuxième étape. À peu près à 1 pouce entre chaque point. Comme on va faire un point, il faut choisir la grosseur aussi du poinçon. Là, on y va selon les cordons qu'on va utiliser. Si on utilise de la jute, c'est plus gros. Et si on utiliserait du fil à broder, ça serait peut-être un plus petit. Ça dépend toujours de la surface, du tissu qu'on utilise. Donc, mes poinçons, je commence. On le sent. On a entendu un petit bruit. On s'assure qu'on soit quand même proportionnel. Et quand j'arrive à mon rebord, qui est un peu long, je me permets de venir le raccourcir un peu pour que le trou soit égal. Donc, je vais raccourcir approximativement d'1 pouce. Cette partie ici,
pour qu'elle soit égale, elle était un peu plus longue dans la coupe. C'est l'excédent. Ce qui revient de chaque bord, on les plie chaque bord. Hein, on voit les deux parties. Pourquoi? Parce que c'est l'intérieur du sac. On continue nos poinçons qui va faire qu'on va les couper ensemble. Ouf, c'était dur celui-là. Un bord de fait, on peut voir, on voit les trous. On s'en vient de l'autre côté. On continue. Le poinçon. Voilà que nous avons terminé nos poinçons. Nous allons procéder à l'étape de la couture. C'est pourquoi les poinçons, c'était important qu'on soit capable d'entrer l'aiguille, qui est assez grosse comme aiguille. C'est comme de l'aiguille à tricoter. Et s'assurer de la longueur de notre corde, on vient chercher la même longueur et on se laisse un jeu de approximativement 4 pouces de supplémentaire pour besoin de raccorder ou d'attacher au besoin. Donc, la couture, je précise que nous pouvons le faire soit à l'endroit ou à l'envers. J'ai choisi de le faire à l'endroit. Ce qui va pouvoir être intéressant, c'est que vous allez découvrir la création que j'y avais faite. On commence toujours par le bas et on vient rejoindre les deux points. C'est notre point de départ. On passe le trou et qu'on continue jusqu'à notre premier bout ici, qu'en bas, on va venir attacher avant de continuer la couture pour que le fil ne se découse pas. Donc, avec un premier petit nœud, on tire à notre couture. On se laisse un peu de lousse. Et ici, on est bloqué, donc on ne peut pas perdre notre fil. Comme vous pouvez voir d'un bord, de l'autre, avec des beaux points. Si on a déjà tout fait, ça va super bien. Et voyez-vous, la couture, on commence à voir qu'elle prend forme. Ça va faire très différent avec notre fil qui va être apparent, qui va venir vraiment donner un petit cachet rustique, qui est assez tendance, hein? Et comme on voit que j'approche du bout, ce qui est très important, de rabattre les deux bouts ensemble pour venir faire une belle finition. Nous enfilons le dernier trou pour le premier côté. On étire bien nos cordes. On s'assure qu'on a une belle couture, vous voyez. Et en avant, ça fait quelque chose de très intéressant. On a un beau petit côté très rustique, très avec le fil de jute. Pour faire ce premier côté, je viens couper. Ici, à la base, je me laisse toujours un peu plus pour créer mon nœud, pour être sûr qu'il soit doublé, parce que c'est un sac pour les bouteilles de vin. Il faut qu'il soit solide. Voilà. Et je viens refermer cette couture avec un bon nœud et je redouble le nœud. Toujours doubler votre nœud à la fin pour s'assurer qu'on a vraiment quelque chose de très, très solide. On tire et on peut couper soit un peu l'excédent, et ça nous fait déjà un beau rebord. Comme premier rebord, c'est super intéressant. Ensuite, on continue. On fait la même chose avec le deuxième côté. Donc, on vient mesurer notre fil. On se laisse un 4 pouces de plus, approximatif. Donc, nous avons terminé les coutures. On peut voir qu'on a quelques fils. On peut les effilocher. Hein? Je vais vous le montrer un peu. On voit beaucoup plus le fil. C'est ce qui est la différence avec la couture à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, à l'intérieur, on ne verrait pas le filage. Mais à l'extérieur, on voit la couture de jute qui fait plus rustique, plus intéressant. Et on vient couper le fil, ou on pourrait choisir, mais c'est plus joli en venant un peu enlever les filages. On s'assure que c'est bien tiré partout.
Ça fait vraiment quelque chose de très intéressant. Une belle finition. Un beau sac. Pour le terminer, ce qui est là intéressant, on peut venir voir vraiment qu'on a une forme. Et il va me rester la poignée. Pour la poignée, j'ai choisi un restant de vieille ceinture. Et je vais même garder cette partie pour que ça fasse quelque chose de plus décoratif, de plus intéressant, punch. Et ça va styliser mon sac. Donc, à ce moment-là, je reviendrai puncher mes trous dans ma ceinture et dans mon sac pour que ça devienne ma poignée. Il faut commencer par le premier bord, ce qui va nous permettre de créer un support pour continuer à travailler. Encore, avec mon fil, comme on travaille avec du fil de jute, je continue dans le fil de jute. Je viens réaffiler, ce qui est toujours une partie plus ardue. Notre premier bord est prêt. On enfile la ceinture et les deux côtés. Chaque trou, un à la fois, parce que quand c'est plus ardu, parce que c'est plus épais. Puis une fois qu'on a vraiment passé notre fil, on s'assure pour pas qu'il dépasse. Ici, encore une fois, on garde une bonne longueur qui va nous permettre de venir faire le nœud. Je double toujours les nœuds. On veut s'assurer que c'est vraiment solide. Et je tire sur la jute pour qu'elle me donne vraiment un effet solide. Et je n'aurai pas peur de mon sac. Donc, je désenfile parce que mon premier côté pour ma poignée sera prêt. Une fois mes deux nœuds bien solides, bien serrés. À l'intérieur, on peut le laisser un peu plus long, jamais qu'on a besoin. Et on voit que la première partie de notre ceinture qui va venir tenir, qui va faire la ganse, est attachée. Fait, je recommence la même chose de l'autre côté. Je m'assure des dimensions. Est-ce que je la veux plus longue? Je vais garder cette longueur-là. Je reviens faire un trou dans le côté de la ceinture ici. Vraiment. Je laisse une petite partie, à peu près 1 pouce, centré. Et voilà, le beau trou. Même chose ici, pour mes deux côtés. Il me reste qu'à venir réaffiler le tout. Plus qu'un petit nœud à faire. Voilà. Une fois fait, on vient couper l'excédent. Tout. On étire. Et voilà, la terminale. Terminé. Voilà, notre beau sac à vin avec une belle poignée, stylisée. Ça fait vraiment joli. Il ne nous reste plus qu'à y insérer la bouteille. Ce qui va faire le cadeau à offrir ou sinon à moi de moi. Vous avez des jeans à la maison? Vous voulez jeter vos jeans? Oh! Non, on ne jette pas les choux gras. Une variante pour faire des beaux sacs, la paire de jeans. On la vire de bord. On voit la couture ici. On vient l'enlever. On n'a qu'à enlever jusqu'à la première couture. Vous voyez, la première couture ici, on la garde. On enlève le zigzag seulement.
le zigzag seulement. Et voilà, on a enlevé le zigzag, ce qui vient vraiment nous faire déjà une belle couture. Et on fait l'autre côté la même chose. On s'assure de ne pas couper notre couture, ce qui est bien important. Quand ça glisse un peu, il faut revenir à l'intérieur. Une fois ça fait, on se retrouve à avoir déjà une belle pochette. On garde notre bord de jeans qui est déjà fait. On n'y touche pas, on le garde pour le dessus. Et nous n'aurons qu'à venir faire la couture comme on a fait tout à l'heure avec le sac et ajouter une poignée. Et ça nous fait, avec une belle création, un deuxième sac avec les bas de jeans que vous auriez jetés aux poubelles. Belle variante, un autre beau cadeau à se faire. Comme vous pouvez voir, les sacs que nous avons faits ont été personnalisés avec une création artistique. N'ayez pas peur, vous allez me dire qu'à la maison, vous n'avez pas de peinture, vous n'êtes pas des artistes, mais oui, tout est possible. Je vais vous montrer facilement, avec un beau pochoir, sur un autre sac, qui est le sac qu'on avait choisi tout à l'heure pour l'épicerie, les commissions ou à la plage. Et on va venir le personnaliser avec du beau rouge, avec un pinceau pochoir, de la peinture et on est parti. Donc, avec le pinceau pochoir, la peinture rouge, on vient vraiment le tapoter pour enlever l'excédent avant de s'en aller sur la création. On tient bien notre pochoir. Et là, il ne faut plus qu'il bouge pour le reste de la création. Donc, même si ça peut déborder un peu, ce n'est pas la fin du monde. L'important, c'est qu'on va aller vraiment recréer ce qu'on a choisi. À chaque fois qu'on bouge, parce qu'autrement, on pourrait le masquer pour qu'il tienne, mais avec un gros pochoir comme ça va être un petit peu plus dur. Il faut vraiment y aller par petites sections et on vient en mettre partout. On peut en mettre beaucoup à certains endroits ou il va aléatoirement. Ce qui nous aide beaucoup aussi, c'est de l'eau pour étirer, pour que le pinceau soit plus malléable. Donc, j'ai disposé mes mains pour que le pochoir ne bouge pas autant que possible. Ce qui est intéressant, c'est de laisser un peu de tissu. Ce n'est pas obligé d'être en entier, d'avoir de la pigmentation partout. Vous allez voir l'effet que ça va créer dans quelques instants. On s'amuse, on tapote avec un beau pochoir, pinceau pochoir, la couleur de notre choix. Et en un tour de main, on va être capable de créer un bel effet sur nos sacs qui va rendre tout le monde jaloux. Comme on arrive pas mal vers la fin, on a tapoté un peu partout, notre pochoir va prendre forme. Ce qui est intéressant à la maison, c'est quand on magasine les pochoirs, on s'assure d'aller chercher différents styles, différentes formes, des choses qu'on aime. Si c'est les fleurs, ça va être floral. Si c'est les animaux, on peut en avoir, ça va être très nature. Donc, on choisit avec différentes formes qui vont nous permettre d'avoir plusieurs possibilités de création, entre autres, et d'ouvrir encore plus large la personnalisation de tous nos projets. On peut les mettre partout, nos pochoirs. C'est ça qui est intéressant. On peut en avoir avec des écritures. La tendance est beaucoup avec les écritures. Ce qui est intéressant, c'est que vous ayez les pochoirs à votre goût. Et une fois qu'on a bien terminé avec nos pochoirs, avant de les ranger, on les fait sécher. Car s'ils ne sont pas secs, ils vont coller sur les parois et malheureusement se briser. Pour un meilleur entretien, on les remet une fois séchés dans l'enveloppe plastifiée à cet effet. Un dernier petit coup. Et voilà, le tour est joué. Le pinceau s'en va dans l'eau. Et mesdames et messieurs, je vous enlève le pochoir et on le fait sécher tel que mentionné. Et regardez l'effet. Ça fait vraiment quelque chose de magnifique. On pourrait faire les contours au noir. On pourrait venir mettre des pistils dans les plus grosses parties.
on pourrait laisser libre cours à notre imagination. N'oubliez pas, une fois la création terminée, il faut la signature de l'artiste. Donc, trouvez votre signature et en plus, votre sac dans tous les supermarchés fera l'envie de toutes les caissières. En espérant que ça vous a plu, ben voici une autre idée cadeau. Aujourd'hui, nous parlerons couleurs. Couleurs primaires, secondaires, tertiaires. Pour commencer, nous allons faire notre premier triangle de couleur primaire. Donc, c'est notre première couleur primaire. Et voilà. Ensuite, deuxième couleur. Troisième couleur primaire, notre jaune. Avec ces trois couleurs primaires, nous allons créer les couleurs secondaires. Entre le bleu et le rouge, la couleur sera le mauve. Deuxième couleur secondaire, entre le bleu et le jaune, vu que le bleu est plus fort pour obtenir un beau vert, on vient mélanger vraiment chaque poêle et on retrouve à voir la couleur secondaire qui est entre le bleu et le jaune. Entre le rouge et le jaune, c'est le rouge qui est la couleur dominante, donc on en met beaucoup moins, qu'on vient mélanger à notre jaune et on voit vraiment la belle couleur orange qui vient compléter notre triangle des couleurs pour ce qui est des couleurs secondaires, primaires et secondaires. Ce qui est très important de comprendre, c'est lorsqu'on mélange nos couleurs, il faut toujours penser à la couleur dominante, d'en mettre modérément afin de pouvoir avoir une vraie belle couleur qui va venir donner sa constance et qu'on puisse vraiment retrouver le résultat du orange désiré, du vert désiré ou du mauve désiré. Parce que si on fait le contraire et qu'on arrive à trop de jaune dans notre rouge, ça va tourner beaucoup plus saumon ou etc. dans les autres couleurs. Donc, c'est important de bien doser car les couleurs primaires sont celles qui vont être la base et ensuite l'addition qui va nous donner nos secondaires pour la suite, pour s'en aller avec les tertiaires, les dégradés, etc. Il faut comprendre qu'il y a la couleur tertiaire. Ils sont encore deux couleurs pour chaque couleur secondaire. Il y a encore de la place entre le violet et le bleu pour venir chercher un violet bleu. Je suis dans mon violet. J'ai ajouté du rouge pour arriver à mon violet rouge. Ça, c'est le cercle chromatique. Donc, ensuite, si je veux aller avec le rouge, le violet et le bleu, mon violet, un ajout de bleu va me donner mon bleu-violet. Ça devient encore là une troisième couleur. Qu'est-ce qu'il nous reste entre le bleu et le vert? On va aller chercher notre couleur. Dans le cercle chromatique, il faut toujours aller chercher la couleur de départ, la couleur primaire. Ensuite, on ajoute la couleur qu'on a fait, qui était notre vert. Mais de départ, ici, on a ajouté notre jaune pour faire notre vert. Mais là, on est dans notre vert et on ajoute notre bleu. Et ça va nous donner un bleu vert que communément, souvent, dans le turquoise. Je pense qu'on a compris le processus des couleurs tertiaires. Ce qui est vraiment important, je pense, dans chaque création ou projet qu'on a, peu importe, c'est de se procurer le cercle chromatique. Je ne veux pas faire de publicité, mais pour l'avoir en français, c'est Omer Dessert qui s'est procuré le brevet. Nous allons maintenant utiliser le blanc et le noir pour créer les valeurs du blanc. Pour s'en aller au plus foncé, je devrais ajouter le noir. Par contre, le noir, je vais venir chercher ma partie et faire ma couleur. Ce qui est très important de comprendre, c'est qu'à l'intérieur des poils du pinceau contient une énorme partie de peinture. Je ne retournerai pas rajouter du noir, par contre du blanc parce que je pars du pâle en m'en allant au plus foncé pour être capable d'aller chercher ce fameux gris pâle là.
On en a plein, comme on peut voir, dans notre pinceau, ce qui est bien important, de pouvoir venir chercher la couleur la plus pâle pour juste aller chercher un léger dégradé. Comme on voit, on est encore plus fort. Et on termine avec vraiment plus de force pour aller chercher notre échelle de valeur. Fait qu'on peut voir, on a vraiment un dégradé qui s'en va vraiment chercher la force jusqu'à qu'on obtienne un pratiquement noir. Lui, je vais juste rajouter un peu de blanc. Je vais venir former ma couleur ici. Donc, j'ajoute que petite goutte parce que je vais garder ma force m'en allant vers le plus faible. Toujours avec cette force-là, j'ajoute que une minime addition de blanc. Toujours comme ça, c'est toujours répétitif. On descend tranquillement et on voit qu'on vient chercher un petit peu plus de faiblesse. On a plus de lumière dans notre noir. Et la dernière partie, j'ai toujours le même pinceau, j'ai toujours la même parcelle dans mes poils. Je prends que du blanc. Encore là, je me retire et j'arrive à un blanc gris. J'appelle toujours ça mes couleurs bébé. C'est beaucoup les plus pâles dans le dégradé qui font la finale. C'est ma dernière valeur. Fait, on dit une échelle de 1 à 10. Dans les valeurs d'ombre et lumière, le blanc à aller jusqu'au plus fort, le noir à aller jusqu'au plus faible. En espérant que cette capsule trucs et astuces couleur primaire, secondaire, tertiaire éveille votre créativité. Mais voilà, chers téléspectateurs, c'est ce qui met fin à notre émission d'aujourd'hui. Pour plus d'informations et vous offrir des ateliers ou des idées cadeaux, visitez le relard.ca. On se retrouve au prochain rendez-vous. D'ici là, soyez créatifs.